toutes les morts sont tragiques, mais s'il en est une qui est peut-être encore plus bouleversante pour l'entourage, c'est bien le suicide. Face au phénomène, combien de parents, d'enfants, de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, d'amis ou bien encore de voisins tombent dans la stupéfaction, l'incrédulité, l'incompréhension totale. Pourquoi n'ai-je rien vu? C'est sans doute la question que se posent le plus les proches qui vont parfois porter le poids d'une très lourde culpabilité. Mais finalement, peut-on vraiment prévenir le suicide? Existe-t-il des signaux sur lesquels s'attarder? Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir en duplex l'éminent Marcel Ruffo, l'un des pédopsychiatres les plus connus de France. Bonjour professeur Ruffo. Oui, bonjour. Alors pour commencer, professeur Ruffo, j'aimerais un petit peu revenir sur l'actualité. On vit une drôle de période quand même. Il y a les attentats, évidemment, il y a la crise sanitaire et maintenant aussi la crise ukrainienne qui viennent s'ajouter à tout cela. Ce climat, il est très anxiogène finalement pour tout le monde et peut-être plus particulièrement pour les adolescents. Est-ce que ces événements ont un impact sur leur santé mentale, sur leur bien-être en général? En effet, il y a eu d'abord ces attentats. Par exemple, le Bataclan, c'est terrible, une fête, la musique et des assassinats comme ça de gens qui sont là pour la fête et la joie, c'est typique de l'adolescence que d'être festif. On l'a vu aussi lors de l'arrêt du confinement, les critiques sur les adolescents qui étaient sur les bords de Seine, alors que c'est tout à fait normal de se retrouver en groupe, de boire une bière et d'être ensemble. Et puis alors, l'autre élément terrible, ça a été le premier confinement de mars 2020, avec la fermeture de l'école, et heureusement qu'après, l'école a été maintenue ouverte, parce que l'école, c'est essentiel. L'école, la récré, la sortie, l'entrée, les amis, tout ça, c'est essentiel. Et enfin, dernier élément, alors redoutable, le bruit des bottes en Ukraine, finalement, vous vous rendez compte qu'on est dans une atmosphère de guerre. Or, depuis 1945, aucune catégorie d'adolescents, aucune génération d'adolescents n'a vécu ça. Donc oui, actuellement, les adolescents sont extrêmement en difficulté. Et puis après, il y a aussi le fait du confinement avec les parents. Imaginez un adolescent conflictuel, confiné avec ses parents. C'est la base de conflits vraiment de proximité, alors que sortir, partir, aller en classe, c'était pour lui un échappement. Oui, ils sont indiscutablement attaqués actuellement. On parle beaucoup des adolescents, professeur, mais ce n'est pas par hasard, parce que les adolescents, les préadolescents, c'est peut-être aussi la population qui est le plus touchée par le suicide finalement. Oui, parce que c'est la deuxième cause de mortalité à l'adolescence. Il y a la première qui est la conduite à risque, c'est-à-dire tout ce qui vélomoteur, etc., conduite addictive, etc. Deuxièmement, le suicide, donc deuxième cause de mortalité, parce qu'on est bien d'accord que les adolescents vont bien au niveau de la santé. Et donc, la deuxième cause, c'est 700 morts à peu près, ça dépend des années, de suicide adolescents par an. Et la troisième cause, qui est souvent négligée, c'est le cancer, 500 cas de cancer chez l'adolescent. Alors ça, c'est pour les adolescents. Par contre, il faut savoir que juste après l'adolescent, il y a l'âge adulte, après 18 ans, 18, 25, 30 ans. Et là, écoutez bien, c'est la première cause de mortalité. Chez le jeune adulte. On a un autre pic, c'est assez intéressant sur le plan du développement. On a un pic aussi de mortalité par suicide chez le veuf de 70 ans. Qui se trouve isolé et qui ne peut pas vivre sans son épouse, sa compagne qui est disparue. Alors professeur, les adolescents sont toujours greffés à leur portable en permanence. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que ce phénomène est aussi un facteur qui peut accélérer le mal-être des adolescents? Alors d'abord, c'est génial Internet. Il faut d'abord dire que c'est un moyen de communication, c'est leur moyen de communication. Et donc, il y a plein de bénéfices à communiquer. Je pense aux inhibés, aux timides. Je pense aussi que lorsqu'on a plus d'amis virtuels, après, on a plus d'amis dans la réalité. Dans la réalité, d'accord. Quels sont les inconvénients? C'est sans doute l'horrible cyberharcèlement, c'est-à-dire être attaqué sur la toile, et puis la pornographie. Voilà les deux risques que courent les adolescents. Par contre, les réseaux sociaux, communiquer avec ses amis, ça me paraît au contraire génial pour les adolescents.
Alors ça, c'est plutôt rassurant pour les parents. Alors la question qui revient le plus, j'imagine, quand on fait face à malheureusement une mort tragique comme celle-ci, c'est l'entourage qui doit se dire « Pourquoi n'ai-je rien vu ?» Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, docteur, qui peuvent faire penser que l'adolescent va mal, qu'il y a lieu de s'inquiéter? Est-ce qu'on peut prévenir le suicide? Alors, prévenir le suicide, c'était une hypothèse qu'avait proposée Bernard Kouchner lorsqu'il était ministre de la Santé. Il nous avait réunis un certain nombre d'universitaires à Paris en disant on va faire de la prévention du suicide. Nous, on était un peu étonnés. Est-ce qu'on peut prévenir le suicide? Ouais. C'est la question que vous posez. Bien Et sûr. donc, on avait fait quoi? On avait fait des groupes de parole avec les parents, avec les enseignants, etc. Et ce que ça avait donné, c'est que le suicide était passé de 1500 à 700 à la suite de cette technique. Donc oui, on peut prévenir le suicide en parlant. Comment fait-on pour prévenir le suicide, professeur Ruffo? Lorsque un adolescent a un comportement qui étonne les parents, et notamment un comportement très particulier adolescent, c'est-à-dire une dépression hostile, lorsqu'il est mal et agressif, c'est un signe majeur de malaise chez l'adolescent. Un gros trouble du sommeil, un comportement addictif, quelqu'un qui fume du hashish tous les jours avant d'aller en classe, quelqu'un qui boit, qui a des moments d'ivresse pathologique tous les samedis soirs, qui boit non pas pour être gay, mais pour comme ça s'annuler. Les scarifications qui sont un équivalent d'auto-agressivité. Donc, vous voyez, des signes très hétérogènes, mais qui étonnent les parents. Et quand on est étonné, il faut mettre un tiers, il faut aller consulter. Même pour rien, c'est très utile. C'est très utile. C'est ça la C'est ça la clé, c'est de percevoir, de bien voir et d'être à l'écoute de son ado, évidemment. Est-ce que l'éducation peut jouer un rôle dans le devenir de son enfant aussi? C'est vrai, on peut se poser la question, selon le cadre familial, est-ce que ça peut faire qu'un enfant, un adolescent grandira mieux? Alors, le problème des adolescents, c'est qu'ils sont dans deux registres, l'identification, la ressemblance aux parents et l'écartement. Donc, il faut se séparer pour grandir et devenir soi. Donc, parfois ils collent aux défauts que peuvent avoir les parents, mais être adulte, c'est aussi aimer les défauts de ses parents, pas leurs qualités. C'est plus facile. Et parfois, donc, ils sont contaminés par certaines attitudes en s'opposant. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement, d'accompagnement sans une alliance avec les familles, une alliance avec les parents et l'adolescent. C'est-à-dire qu'on ne va pas consulter un psychiatre pour l'adolescent, on va consulter un psychiatre d'enfant parce qu'on dit, écoute, on ne comprend pas, mais j'ai besoin moi aussi d'aller consulter, pas que toi, ce qui facilite la démarche pour l'adolescent. Évidemment. Et comment faire face à un enfant, à un adolescent dont on ressent qu'il va mal, mais qui refuse le dialogue? On se heurte face à un mur. Vous le disiez, il faut aller, quand on perçoit le mal-être, il faut absolument consulter. Mais si son enfant refuse catégoriquement, comment on peut faire, professeur? Alors, déjà, on peut utiliser ce que nous sommes en train de faire, la vidéo. Moi, je me suis aperçu pendant le premier confinement que les adolescents étaient plus à l'aise que moi en consultation vidéo. Donc, on peut leur dire, écoute, tu veux pas aller voir un psychiatre, mais peut-être il peut avoir avec toi une conversation en vidéo avec nous. Ça, c'est un premier point. Sinon, les parents peuvent aller consulter eux pour se rassurer, discuter, avoir des modalités. Et là, le psychiatre doit écrire un mot à l'adolescent en disant « j'ai vu tes parents, mais j'ai besoin de toi », etc. Et il lui envoie un courriel même sur lequel on peut échanger. Toutes les techniques de communication soient utilisées et surtout les plus modernes. Alors finalement, Marcel Ruffo, vous êtes vraiment adapté aux nouvelles technologies pour toucher ces adolescents et c'est ça qui est important aussi. Oui, je crois que par exemple, regardez, par exemple, imaginons une équipe mobile virtuel, c'est-à-dire un adolescent ne va pas bien au collège, il a des idées noires, il en parle à l'infirmière, et à ce moment-là, on dépsychiatrise la communication en communiquant par Internet avec l'infirmière et l'adolescent au sein du collège ou du lycée. Vous vous rendez compte, l'avantage, c'est plus rapide, c'est moins psychiatrique et ça peut être préventif d'un comportement qui après se développe. Pour le cyberharcèlement, pareil, on peut discuter avec les adolescents au niveau du collège du cyberharcèlement pour qu'il y ait des ambassadeurs qui après protègent les adolescents attaqués. C'est-à-dire que ne pas être le lâche qui dit « ça va être mon tour », non, je défends le plus fragile. Et alors, il y a aussi, on ne peut pas passer à côté du sujet, les fameuses tentatives de suicide, les TS, qui sont souvent des appels au secours. Mais là, j'imagine que face à un tel phénomène, le suivi, c'est pas négociable. Il faut absolument que l'enfant aille voir un psychiatre, voire aille dans une clinique peut-être. Alors, la tentative de suicide, donc, qui est
En ce moment, d'ailleurs, à la suite de la pandémie, il y a des idées suicidaires plus nombreuses. Je dis bien idées, Idée, je ne dis pas idée, j'ai tentative de bien suicide. compris. Mm. Parfois, 30% des adolescents antérieurement fragiles ont été fragilisés par les événements du confinement. Et heureusement qu'on a maintenu après les écoles ouvertes. C'est fondamental. Oui. Ça, on doit être fier que les écoles aient été maintenues ouvertes. Mais donc, lorsqu'il y a une idée suicidaire ou une tentative de suicide, c'est dans le fond un appel à parler. Et on ne peut pas dire, bon, maintenant c'est fini, tu as fait ça, comme si on le grondait, par exemple, Oui, bien d'avoir pris sûr. des cachets. Non, non, tu as pris quelques cachets et le nombre importe peu. Tu as pris 4 ou 5 cachets dans la boîte familiale, la pharmacie familiale. Ben, on va en parler parce qu'on respecte ta demande. En fait, c'est un appel, la C'est tentative de ça. suicide. Et pour éviter parce que la mortalité, c'est à la rechute, à la troisième ou quatrième tentative. Donc, il faut faire attention. La première tentative est fondamentale. Il faut travailler ça. Finalement, il faut soigner la demande. Vigilance donc. Alors merci professeur Ruffo, je vous propose de rester avec moi encore quelques minutes pour répondre aux questions des parents évidemment qui ont été nombreuses, mais on a dû en sélectionner 3 parmi les plus fréquentes. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Une maman qui nous demande, qui nous dit en tout cas que son fils fume énormément de cannabis et qu'elle a peur que cela ne lui donne des idées noires. Alors on ne sait pas trop s'il y a d'autres signes effectivement, mais effectivement est-ce que la consommation ça peut accélérer finalement un comportement un petit peu bancal? Alors, plus que la consommation, c'est pourquoi il a besoin du cannabis. Ouais. Car le cannabis est un anxiolytique, ça veut dire c'est pas la consommation qui compte, c'est le malaise qui entraîne la consommation. Et donc vraiment, c'est quelque chose où il faut l'aider plutôt que de l'attaquer, quoi. Disons, on a compris que tu as besoin du cannabis, viens voir quelqu'un On en avec moi parle. parce que je voudrais t'aider, quoi. Oui, j'ai compris. Alors, une autre maman qui nous dit « Une de mes amies a perdu un époux puis un fils qui tous les deux se sont suicidés. Est-ce qu'il y a un rapport ?» C'est vrai que ça paraît étrange dans une même famille, un enfant, puis, enfin le papa puis son enfant derrière. Est-ce que ça arrive fréquemment cela, professeur Ruffo? Alors, c'est le problème d'une hérédité, de quelque chose qui serait génétique en psychiatrie. Il y a des tas d'études et de recherches en ce sens qu'il faut évidemment écouter et bien s'en inspirer. L'idée, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une fragilité, une vulnérabilité familiale qui entraînerait comme ça une conséquence d'un suicide répétitif. Et cela est très inquiétant pour les parents lorsqu'ils ont des antécédents suicidaires. Et donc, je crois que là encore, il faut réussir à en parler plutôt qu'avoir cette inquiétude pour tous les moindres signes qui, en fait, parfois ne sont que des signes d'adolescence, une dépressivité normale. C'est normal qu'on doute à l'adolescence et que parfois on ait plus peur de la vie que de la mort. Mais quand on a des antécédents suicidaires de famille, on peut comprendre la crainte des parents. Quant à la génétique, il faudra écouter la recherche fondamentale et qui nous apportera peut-être des éléments de recherche qui sont actuellement en cours. Alors nous avons une question d'André, qui est un papa, et qui nous dit que ce qu'il redoute le plus, c'est le chagrin d'amour de son adolescent, parce que c'est vrai que c'est une période difficile, hein, le chagrin d'amour, le premier chagrin d'amour. Est-ce qu'on peut préparer, professeur Ruffo, son ado à un futur choc émotionnel? Parce qu'on sait très bien qu'un amour, quand on a 14 ans, ne risque pas de durer toujours. Alors c'est génial que ce soit un père qui pose la question du chagrin d'amour, ce qui prouve vraiment les extraordinaires progrès des pères. Je pense qu'il y a quelques générations, aucun père n'aurait osé poser cette question, et comme si c'était une fragilité d'être malheureux par l'amour. Et je trouve que la féminisation des hommes, le côté, c'est une grande victoire du féminisme, a montré qu'ils peuvent exprimer comme ça des émotions amoureuses, et je trouve que c'est fabuleux que ce père pose la question juste de l'importance du chagrin d'amour chez son adolescent. Alors, je crois qu'avec un père aussi talentueux, ben, il peut peut-être l'accompagner dans ses propres chagrins d'amour, parce que s'il a été touché par le chagrin d'amour de son adolescence, c'est que peut-être lui, il en a eu aussi un redoutable, il peut peut-être lui en parler, ou alors, si ça le gêne, demander peut-être à son grand-père, à son père, donc au grand-père, de parler de ses chagrins d'amour. Il devrait téléphoner en disant « Écoute, papa, ton petit-fils a un chagrin d'amour, est-ce que tu en as eu un dont tu te souviens? Tu voudrais pas lui en parler ?» Je crois que c'est comme ça qu'on doit comme ça réunir l'intergénération.
c'est bien sûr aussi fondamental pour les filles et les chagrins d'amour, surtout si elles sont sous la coupe de quelqu'un d'hypermaîtrise, d'agressif, de détestable quoi, vis-à-vis de l'emprise qu'il peut avoir sur elles. Mais je crois qu'on doit aussi parler aussi de quelque chose de plus léger, un adolescent qui a un chagrin d'amour, on peut lui demander aussi, raconte-moi ton premier baiser et combien il était agréable. Beaucoup plus d'ailleurs que la première relation sexuelle. Je crois que c'est le premier baiser qui peut être le traitement avec les grands-parents ou avec le père de ce chagrin d'amour chez cet adolescent. Merci infiniment, professeur Ruffo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On espère que grâce à tous ces enseignements, vous en saurez un peu plus sur la prévention du suicide, parce que oui, le suicide peut se prévenir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.